Bonjour à tous. Alors, normalement, vous devez vous connecter au fur et à mesure et nous entendre. Bienvenue à vous. Donc, il y a Frédéric qui nous a rejoint, Rudy, Anthony, Samy. Normalement, vos micros fonctionnent, et donc on peut vous entendre. Bonjour à tous. Bonjour Rudy. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous allez bien? Ouais, très bien. Et toi? C'est un peu Très la bien. course. Le mercredi, c'est la course. Oh, tous les jours. Ok. Et Samy aussi se connecte. Donc, il y a d'autres personnes qui vont se connecter au fur et à mesure et encore deux ou trois personnes qui vont se joindre aussi, normalement. Je vous propose qu'on se présente rapidement en les attendant. Ah, vas-y, se rejoint aussi. On peut se présenter chacun. Le but, c'est d'apprendre à se connaître pour progresser ensemble sur des thématiques de la bourse. Donc, je vous laisse vous présenter. Peut-être Anne-Charlotte, du coup, on te connaît un petit peu plus, mais vu que on va parler de ton cas aujourd'hui. Mais je te laisse te présenter rapidement. Bon, moi, c'est Anne-Charlotte. Je présente quoi? Juste ce qu'on va faire aujourd'hui? Non, mais toi, si tu veux te présenter rapidement, si tu veux échanger sur ce qui te motive aujourd'hui à investir en bourse, les objectifs spécifiques. D'accord. Donc, alors, avec mon mari, on a investi dans l'immobilier depuis quelques années. On a revendu des biens et donc, le but, c'est de faire un peu fructifier l'argent qu'on a récupéré grâce à l'immobilier et pour justement continuer, faire un cercle vertueux. Voilà, continuer comme ça. Ok. Et donc, par contre, j'ai beau lire des livres et lire des forums et lire plein de choses sur la bourse, je crois que mon cerveau n'est pas fait pour ça. J'arrive à faire beaucoup de choses, mais ça, la bourse, les chiffres, j'ai un peu de mal. Donc, je crois que je n'ai pas du tout confiance aux banquiers. C'est un peu comme les garagistes. Et Ouais. donc, je préférerais faire par moi-même, mais j'ai du mal. Donc, j'ai besoin d'aide. Et c'est là que tu interviens. Merci. On va répondre à tout ça ensemble. Merci pour t'être présenté. Rudy, peut-être, si tu veux aussi, si je te connais déjà. Oui, alors moi, pareil, je suis intéressé par pas mal de trucs qui touchent à l'investissement. Donc, autant l'investissement immobilier, comme je t'avais dit, tout ce qui est activité de marchand de biens qu'on est en train de lancer avec un associé. Et du coup, tout ce qui est aussi investissement boursier, donc autant au travers d'un PEA que d'un CTO. Donc, j'ai commencé, moi, l'investissement boursier il y a quelques années, il y a 2 3 ans. Mais voilà, toute connaissance est bonne à prendre. Voilà, donc c'est hyper intéressant. En plus, tous les échanges qu'il y a sur les divers forums, etc., sur les divers groupes, notamment le groupe Co-Investir, la plateforme, etc. Donc voilà, moi j'assiste au maximum de choses, je lis le maximum de choses, et puis honnêtement, c'est Fort. c'est très intéressant. Ouais. Ok, merci Rudy. À qui le tour? J'y vais. Allez. Ouais. Donc, Frédéric Allot. Alors, moi, je suis, comment dire, j'ai investi depuis. Alors, j'ai fait un passage en bourse dans les années 2004, 5, 6, en mode très amateur, très joueur à l'époque. Et j'ai quitté un peu la bourse sur un sentiment moyen, avec beaucoup des gains et des pertes, et puis quelque chose de pas structuré du tout. Et puis après, j'ai fait un peu comme Anne-Charlotte et puis Rudy, j'ai fait beaucoup d'immobilier. Que j'ai encore, que je cède en partie. Enfin voilà, je fais tourner un petit peu les biens. Et en fait, j'ai envie de revenir vers la bourse. Depuis un an déjà, je commence à y revenir un peu en lisant à droite à gauche, de manière un peu plus méthodologique, on va dire, et un peu plus structurée par rapport à ce que j'ai vécu il y a une dizaine d'années, en fait, enfin presque une quinzaine d'années maintenant. Et voilà. L'idée, c'est d'arriver avec un peu plus de méthode, un peu plus de réflexion et un peu plus de structure, en fait, parce qu'il il y a du jeu, mais il y a aussi des choses bien plus intéressantes. Et enfin voilà quoi. L'idée, c'est d'arriver Ouais. avec de la méthode. Ouais, je pense que tu as choisi le bon atelier parce que justement, on va parler de structure et de planification. Super. Anthony ou Samy? Je sais pas si on veut- Alors, salut Alex. Donc moi Oui. c'est Samy. Moi je travaille en finance et j'ai déjà investi en bourse, mais par le biais de la banque. Donc je sais même pas ce que j'avais
j'avais acquis. J'avais fait une plus-value, j'ai tout liquidé. Il doit me rester, je crois, une part sociale de ma banque. Et aujourd'hui, j'ai accumulé un petit peu d'argent que je voulais investir, mais c'est toujours le même souci, je ne sais pas quand rentrer. D'accord. Pour moi, j'ai l'impression que le marché il est dans une phase euphorique. Du coup, je me dis que sur certaines actions, c'est un peu haut. Donc, je reste toujours à l'affût, mais je n'ai pas encore mis. J'ai pas encore mis. Et j'ai le CTO et le PEA ouvert depuis quelques temps. Et tu travailles voilà. en finance? Pardon? Tu travailles dans quelle branche en finance? Je suis comptable, j'ai fait dans des cabinets d'experts comptables, dans une société du CAC 40 aussi. Ok. Donc j'ai accès aux chiffres, je les comprends, mais pas pour moi. Il faut les mettre en pratique maintenant. C'est ça, oui. Ok, merci Samy, c'est très clair. Anthony, peut-être. Salut à tous, moi c'est Anthony. Voilà, ça fait une bonne année que je me suis intéressé à tout ce qui touche à l'investissement, particulièrement à la bourse. Et donc voilà, là, je suis surtout en phase d'apprentissage. Ça fait 1 an que j'ai commencé à investir en bourse au travers d'un PEA. Et je suis vachement, ça m'intéresse vachement et je suis en phase d'apprentissage. J'essaye d'acquérir un maximum de connaissances sur tout ce qui est le milieu d'investissement, que ce soit la bourse, l'IMO, à travers PEA, CTO, voire même sur les cryptos. Donc voilà, là, j'essaye surtout de prendre pas mal d'informations pour pouvoir un peu faire mes choix d'investissement et savoir où me diriger un petit peu dans l'investissement. Ok, parfait. Beaucoup de profils similaires. On cherchait les différents actifs, à la fois l'immobilier, la bourse, les cryptos. Hugo, si tu viens de nous rejoindre. Ouais, bonsoir à tous. Moi, c'est Hugo, 33 ans. Donc, j'étais là à la session la semaine dernière, mais bon, pour ceux qui sont nouveaux, donc 33 ans, je suis à mon compte dans l'informatique depuis 1 an. Et je suis déjà investisseur, donc j'ai mon PEA, un compte titre, une assurance vie, et puis j'ai aussi du private equity dans 3 startups. Voilà. Et un peu de crypto aussi. Donc j'essaie de diversifier avec plus ou moins de résultats. Ok, toujours un peu de crypto. Et puis aussi un peu trop d'épargne, on va dire, qui dort sur mes comptes que je n'ai pas encore investi. Puisque j'essaie aussi d'y aller un peu progressivement et de ne pas faire un all-in sur mes supports. Donc pour l'instant, je préfère, on va dire, entre guillemets, perdre de l'argent avec l'inflation sur mon compte courant, mais d'avoir de l'argent dispo et puis d'alimenter progressivement mes supports d'investissement. Ouais. Ok, merci pour ces enjeux. Nazim, je te laisse te présenter. Tu étais là aussi la semaine dernière. Et à la masterclass, bien sûr. C'est Nazim. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, ça fait 1 an. Et j'ai eu la chance de rencontrer Alex qui m'a beaucoup aidé, notamment grâce à la masterclass qui était très instructive. Et là, aujourd'hui, je construis petit à petit mon portefeuille boursier en essayant au mieux de suivre les enseignements que nous a donné Alex. Ça, tu les avais appliqués déjà. Ouais, j'essaye. Je suis pas, pas toujours. Des fois, je me disperse un petit peu, mais j'essaie vraiment de suivre ce que tu nous as appris. Ouais, ça a bien marché, je le sais. J'espère. Enfin, dans le futur, pour le moment. Mais après, pour le long terme, je suis confiant. Même si pour le moment, c'est un petit peu. Bon. Ok. Voilà. Merci à toi. Et Farid nous a rejoint. Donc, on se présentait chacun notre tour. Donc, tu viens d'arriver, tu es la dernière personne. Si tu as deux mots pour te présenter, savoir les obstacles que tu rencontres. Il y a un problème d'audio. Je ne sais pas si tu nous entends. Ah, bon. Ça charge peut-être connexion à l'audio. Farid, tu nous entends? Bon, on va démarrer l'atelier. Dis-nous à ce moment-là si tu arrives à échanger avec nous. Alors, je vous remercie déjà d'être présent. Je vous propose
séparer l'atelier en plusieurs étapes. Premièrement, on va faire l'optimisation de portefeuille d'Anne-Charlotte avec une problématique, je pense qu'il va parler à beaucoup d'entre vous, ça va être l'optimisation de portefeuille, mais là sous un angle vraiment spécifique, parce que c'est même une création de portefeuille. Donc, on va voir toutes les étapes pour mettre ça en place. Et après, on peut parler de thématiques bourse, peut-être d'opportunités d'investissement, si on a le temps. Et bien sûr, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on va voir. Donc voilà pour l'agenda qui va être chargé pour la prochaine heure. Donc avant de commencer, j'ai un avertissement pour toi, Charlotte, c'est que ce qu'on va faire ensemble, ce n'est pas du tout une recommandation, et je le souligne vraiment, parce que je ne suis pas conseiller financier. Donc tu es seul à prendre tes décisions d'investissement et en prendre les responsabilités. Donc il s'agit de ce que je ferai à titre personnel, mais après, tu es la seule à prendre tes responsabilités. Donc il faut qu'on soit d'accord sur ce fait. Ah, je ne sais pas si on t'entend. Non, on n'entend pas. Tu as perdu. C'est bon pour toi? Je pense que tu as dit oui, donc ouais, ça marche. Parfait. Donc, avant de commencer, je comprends déjà le problème que tu rencontres et que certains d'entre vous rencontrent quand on veut investir en bourse, qu'on a son portefeuille. Et le problème qu'on va avoir, ça va être de se repérer dans la jungle, ce que j'appelle la jungle des investissements. Et donc, je vais vous partager mon écran. Normalement, vous pouvez le voir, mon écran. Alors, vous pouvez bien voir mon écran? Ouais. N'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Allô? Oui. Ouais. Oui. C'est bon, ouais. Très bien. Oui, mais c'est coupé en haut. Ah, ouais. Vous pouvez voir la carte quand même, parce que je partage une. Oui, oui. Okay. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est la carte mentale de l'investisseur. C'est une carte que j'ai créée et qui représente l'ensemble des classes d'actifs et des actifs sur lesquels on peut investir. Donc, notamment l'immobilier, notamment la monnaie, les objets de collection. Je fais la distinction qui est importante entre... parfois, on parle d'actions et d'obligations, mais finalement, les actions et les obligations, c'est des produits sur des actifs. Les actifs finaux, ce sont des États ou des entreprises. Les obligations, ce sont des obligations d'État. Et des actions, c'est des actions sur des entreprises ou des obligations sur des entreprises. Et aussi les matières premières. Donc ça, c'est vraiment l'univers des classes d'actifs qui sont disponibles. Et la situation se complexifie énormément quand on parle après de produits. Donc, par exemple, après, on parle sur les entreprises qui sont cotées en bourse, enfin cotées en bourse et non cotées. On parle d'actions, on parle d'obligations. Hugo, tu investis par exemple en tant que business angel sur les entreprises. Donc après, il y a tout ce qui est Action Monde, ETF, OPCVM. Par exemple, quand on investit sur l'immobilier, on peut le faire en direct, on peut le faire en indirect sur des entreprises immobilières, à travers des entreprises qui sont cotées, qui sont non cotées. Enfin, vous voyez qu'on peut effectivement se perdre énormément. Donc, si vous voulez, cette carte, elle est disponible sur la formation, la formation gratuite sur le site Coinvestir. Le but, c'est déjà de se repérer pour après savoir où est-ce qu'on peut, sur quel site, sur quel PEA, par exemple, on peut acheter un actif particulier. Mais étant donné qu'on peut être perdu facilement, on va voir aujourd'hui comment créer un portefeuille en partant des bases et comment on va choisir ses actifs. Est-ce que pour l'instant, c'est clair pour cette première partie? Ouais, très clair. Oui. Oui. Ouais, super. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que sur justement cette carte mentale, on peut l'avoir de l'investisseur en partant donc de l'investisseur sur les actifs, mais j'ai aussi créé une carte mentale en partant du PEA sur quel actif on peut acheter, ou en ayant un compte titre sur quel actif on peut acheter. Donc la pensée opposée ou inverse. Et donc vous pouvez aussi la trouver sur la formation gratuite. Et le but est de se dire, si vous avez un PEA, sur quel actif vous pouvez investir. Donc ça, c'était le premier point. Donc maintenant, pour créer ce portefeuille, la première question que je vais vous poser, c'est quel est, dans cet univers, que vous pensez le meilleur portefeuille qui soit? Est-ce que vous avez une idée du portefeuille? Quel serait le meilleur selon vous? Le meilleur portefeuille? PEA? Ouais, en termes d'actifs, je veux dire. Bien sûr, c'est le PEA sur la fiscalité.
Mais en termes de… Avec au moins 7 ou 8 actifs différents ou types d'actifs différents, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand on parle d'actifs, Alex, on parle de différence entre l'action, l'obligation, etc. Ouais. Ah. Tu as une idée du coup, Rudy? Ben, souvent, ils disent Diversifier, il que… faut. Pardon. Ils Ah, disent, ils vas-y, disent vas-y, je t'en souvent… prie. Merci. Ce que j'ai lu le plus souvent, c'est que ça dépendait de l'âge. Et au plus on est jeune, au plus on doit avoir de l'action par rapport aux obligations. Et au plus on est vieux, au plus on passe sur l'obligation, donc plus de sécurité par rapport aux actions. Bon, voilà, ça c'est ce qui se dit en règle générale, j'ai l'impression. Après, à être d'accord ou pas, c'est notre débat. Ouais, je pense Exactement. que ça dépend. C'est exactement ce point. Quand on dit quel est le meilleur portefeuille qui soit, le meilleur portefeuille qui soit, c'est le portefeuille qui prend en compte vos objectifs de performance et votre profil de risque. Et ça, c'est vraiment la clé. Ça ne va pas être le meilleur actif du monde, c'est pas vrai. Parce que si on prescrit de donner 50% dans un portefeuille au Nasdaq, 50% d'exposition au Nasdaq sur quelqu'un qui va avoir la retraite dans 2 ans, ce n'est pas du tout adéquat. Donc, il faut vraiment le portefeuille qui est le meilleur possible, c'est celui qui correspond à nos objectifs de performance et notre profil de risque. Et donc, c'est ce qu'on doit faire maintenant. On est passé assez rapidement la semaine dernière sur cette étape, mais donc là, c'est une création de portefeuille. Le but, c'est vraiment de comprendre ses objectifs, son profil de risque et l'impact que ça va avoir sur l'allocation de notre portefeuille. Et donc, à ce titre, je vais vous partager un fichier qui est assez complexe. Et c'est un fichier justement de création d'allocation qui est dans l'atelier numéro 1 de la masterclass. Et on passe 2 heures justement à créer une allocation de patrimoine qui soit adéquat à votre profil de risque. Et donc c'est assez long, mais on va voir ensemble rapidement quels sont les principaux éléments. Donc la première chose à avoir en tête, c'est se créer quel est son objectif de rendement. Ça, c'est la première chose. Donc l'objectif de rendement, ça va passer par 4 étapes que vous allez retrouver aussi sur le module 1. Ça va être de lister les projets que vous ayez à long terme, que ce soit créer un patrimoine, que ce soit préparer la retraite, devenir libre financièrement ou financer des études, etc., de vos enfants. Et donc d'avoir une liste et d'atteindre un montant et une date de réalisation moyenne sur ce patrimoine. La deuxième chose, ça va être d'estimer le capital initial disponible actuellement. Et donc ça va être le capital financier total que vous avez, moins l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est environ 3 mois de salaire. Et donc le reliquat, ici par exemple, si on a 10 000 euros de patrimoine initial et un salaire à 1 900 euros, qui est le salaire médian français, ça veut dire qu'on a 5 700 euros d'épargne de précaution et 4 300 euros de capital initial. La partie suivante, ça va être l'épargne mensuelle disponible, d'estimer combien on peut mettre de côté et investir en bourse, investir de son capital financier tous les mois. Donc ça, on a rempli une partie juste avant le début avec Anne-Charlotte pour comprendre un petit peu, avoir quelques indicateurs clés. Et donc notamment, dans ce cas, ce serait 4 500 euros à peu près de salaire mensuel et un taux d'épargne de 15%, qui est le taux d'épargne médian en France. On aurait une épargne mensuelle disponible de 675 euros. Et donc, avec tous ces éléments, on peut avoir en tête, en fait, une chose qui est très importante, ça va être notre objectif de patrimoine, d'objectif de rendement pour atteindre notre patrimoine. Donc, je vais vous partager à nouveau notre écran qui va être ce calculateur. Et ça va être la clé pour définir notre objectif de rendement. Donc, vous voyez qu'on suffit après essayer de remplir ce qu'on a pu voir ensemble. Donc, les objectifs de rendement, donc là, par exemple, on avait tout à l'heure une échelle un peu plus basse avec Anne-Charlotte qui est un objectif de rendement autour de 400 000 euros. Un objectif de 30 ans, là on est vraiment sur se créer ce patrimoine sur le long terme, c'était l'objectif, avec un capital initial de 10 000 euros et un rendement attendu autour de 5%. Et donc qu'est-ce que ça veut dire avec tous ces éléments? Vous avez la conclusion qui est ici. Finalement, en plaçant 426 euros tous les mois, en économisant ce montant chaque mois, tu vas atteindre ton objectif si tu investis avec un rendement de 5% pendant 30 ans. Donc, en investissant les 10 000 euros au début, 426 euros par mois, un taux de rendement de 5% pendant 30 ans, on va atteindre un objectif de 400 000 euros, qui est l'objectif de création de patrimoine. Donc, en l'occurrence, l'objectif il est un peu faible parce que dans ce cas-ci, on pouvait
avoir une épargne mensuelle de l'ordre de 660 €. Donc, ça veut dire que si on monte ici, 610 €, on arrive à peu près à 600 000 €. Ben voilà, en plaçant, vous voyez, 672 € tous les mois avec un rendement de 5%, on va atteindre, pendant 30 ans, on va atteindre l'objectif de patrimoine de 600 000 €. Et donc ça, c'est vraiment tous ces différents facteurs qu'il faut avoir en tête pour comprendre notre objectif de rendement. Et donc là, l'objectif de rendement, il est de 5% par an pour atteindre nos objectifs. Est-ce que c'est clair pour cette première partie? Alors, j'ai une question. Comment tu arbitres? Parce que là effectivement, on se projette sur une période très longue de 30 ans. Ouais. Mais en fait, sur 30 ans, il se passe beaucoup de choses dans la vie. Tu as des enfants, tu te maries, tu achètes une maison. Donc, en fait, tes revenus, ils peuvent augmenter comme ils peuvent baisser si tu changes de projet de vie. Donc, comment tu fais cet arbitrage? Là, tu te projettes, voilà, on peut avoir ça au bout de 30 ans, mais en fait, dans la réalité des faits, ce sera pas exactement le cas. Exactement. C'est une très bonne question et justement, j'ai la réponse dans 2 minutes. Donc on va y répondre ensemble. Je vais juste finir du coup sur cette… Hop, je vais partager mon écran. Sur cette partie, je vais répondre tout de suite à ta question. Parfait. Donc en fait, pourquoi on en est arrivé ici? C'est que finalement, avec cet objectif, on peut déjà en fait le décliner en allocation. Pourquoi? Parce qu'on a vu que notre objectif ici de rendement, il suffit de le remplir ici, c'est notre rendement annuel moyen pour atteindre cette création de patrimoine. Il faut ajouter une chose qui est très importante, qui va être l'inflation attendue. Pourquoi? Parce que l'inflation, c'est la hausse des prix tous les ans. Donc, il faut au moins que notre patrimoine monte de l'inflation, croît du montant de l'inflation pour ne pas le diminuer en valeur. Donc, il faut faire ces 5% plus ces 2%. Et donc, les 7%, c'est le rendement annuel moyen qu'il faut atteindre pour atteindre nos objectifs et garder la même valeur de patrimoine après la hausse des prix, après l'inflation. Et donc, avec cet objectif de 7%, on peut déjà créer une allocation très simple qui va être déclinée avec les 2 principales classes d'actifs. Il faut savoir qu'en bourse, il y a ces 2 principales classes d'actifs, c'est les actions et les obligations, et qui ont des rendements à long terme. Les actions ont un rendement entre 8 et 10% par an. Donc, on est autour de 9%. En Europe, on est plus à 8-9% avec les dividendes réinvestis. Aux États-Unis, on est plus à 9-10%. Donc, c'est pour ça qu'on est autour de 9% en moyenne sur les actions à long terme. Les obligations, on est plus entre 2 et 4%. Et donc, c'est pour ça que là, on est sur un objectif qui est autour de 3%. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déjà décliner? C'est qu'en fait, si on se dit que tous les ans, on va avoir 9% sur les actions, 3% sur les obligations, il suffit d'allouer déjà correctement son portefeuille pour atteindre ces 7%. Et donc là, vous voyez qu'en investissant 70% sur des actions qui vont nous donner 9% et 30% sur des obligations qui ont un rendement de 3%, on va atteindre cet objectif de 7%. Ça donne un ordre d'idée de comment allouer notre portefeuille afin d'atteindre cet objectif. C'est le premier élément. Ouais. Excuse-moi Alex de te couper. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je ne connais pas du tout les obligations, on entend beaucoup dire que les obligations, le rendement il baisse énormément. Est-ce que cette allocation elle est toujours valable aujourd'hui ou c'est ce qui se fait de manière historique et qui est un peu ancré dans les mœurs, mais aujourd'hui cette allocation elle n'est plus vraiment du même ordre de grandeur, on va dire? C'est un très bon point. Effectivement, le rendement a baissé ces dernières années pour un élément très simple, c'est que les banques centrales émettent énormément d'argent, de liquidités et achètent énormément d'obligations d'État. Donc, les banques centrales européennes achètent, depuis 1 an, ils ont acheté pour plusieurs centaines, je crois que c'était 600 ou 700 milliards déjà d'obligations d'État françaises, allemandes, etc. Donc, comme ils achètent, en fait, le rendement baisse parce qu'il y a plus de volume, il y a plus d'acheteurs, et donc le rendement est moins intéressant. Donc, effectivement, les rendements baissent. C'est pour ça qu'en fait, les rendements des assurances vie dans les fonds euros baissent aussi. Parce que les fonds euros d'assurance vie
investissent à 80-90% dans ces obligations d'État notamment. D'accord. Quand on parle d'obligations, on va venir après comment acheter ces obligations. Même si le rendement est un peu plus faible, c'est vrai, c'est un bon point. On peut s'attendre à ce que le rendement soit plus faible. Ça doit quand même rester une partie importante, un élément important du portefeuille parce que ça a un effet de corrélation qui est très faible avec les actions. Et donc, par exemple, l'année dernière, quand la bourse a dévissé à moins 40, moins 50%, en attendant, les obligations, ça dépend du type d'obligation, mais faisaient moins 3, moins 4, grand maximum moins 5%, voire certaines étaient positives. Donc, c'est quand même un élément, c'est pour ça qu'en fait, sur le long terme, c'est un élément qui est central dans un portefeuille. Finalement, les obligations, elles ont quasi uniquement un rôle de sécurité, de sécurisation du portefeuille. Ouais, et puis il y a un rôle de rendement parce que tu as quand même un rendement à attendre. Là, il ne sera peut-être pas autour de 3-4%, mais quand même autour de 2-3% sur du moyen long terme, comparativement à des liquidités qui aujourd'hui, avec l'inflation, sont en rendement négatif. Je suis d'accord. Et donc là, dans ce cas, tu choisis une allocation qui est purement sur des obligations d'État ou tu as une partie obligation d'entreprise, peut-être avec des meilleurs rendements, mais avec un risque plus élevé, surtout en ce moment où potentiellement des entreprises pourraient, dans les années à venir, ne pas rembourser leurs dettes avec la crise qu'il y a eu. Ouais, c'est un bon point. Il y a plusieurs types d'obligations. Il y a effectivement les obligations investment grade, c'est celles qui sont peu risquées, avec une notation de crédit qui sont plutôt bonnes, donc peu risquées, et des notations qui s'appellent high yield, je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, et là qui sont risquées. Donc, et sur ce type d'obligation, par exemple, il y a des rendements qui sont beaucoup plus intéressants, hein. Sur du long terme, on est sur du 5, 7, 8% de rendement par an, parce que le risque est plus important et donc le gain est aussi bien sûr plus important. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, il y a aujourd'hui des ETF qui investissent sur des indices qui suivent les obligations de manière générale, à la fois avec des obligations d'État et des obligations d'entreprise qui sont intégrées. On va revenir sur ce sujet. Ça peut être une solution justement pour avoir les deux au sein d'un ETF et ce de manière simple et efficace. Voilà. Je propose de passer à la suite pour répondre à la question précédente. Donc là, c'était notre partie objectif de performance. Ce qu'on va voir maintenant, la deuxième, il y a 3 étapes en tout, ça va être la partie source de création de richesse. Et cette partie, elle est très importante pour comprendre en fait, quand je vous dis quelles sont vos sources de création de richesse, est-ce que vous les avez en tête, vos sources de création de patrimoine? Les revenus. Ouais, les revenus des salaires, tu veux dire? Comment? Les salaires ou les revenus? Oui, voilà, les salaires. Après, ça peut être de l'immobilier locatif, par exemple. Ouais, donc l'immobilier. Après, donc effectivement, la bourse. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme source de revenus? Je ne sais pas. Les business, La bourse. ceux qui ont des business. Le business en ligne, la création d'entreprises éventuellement, des parts de SCPI qui se rapprochent de l'immobilier. Exactement. Il y en a pas mal. Ouais, et vous les avez toutes eues, à part une dernière qui va être la retraite. On va voir ensemble, on va pas trop de temps de le faire en détail, mais c'est ce qu'on appelle comprendre la distinction, se créer, avoir une vue sur son patrimoine global. Et le patrimoine global qu'on a, souvent, il est trop simplifié et on pense à son patrimoine financier. Alors qu'en fait, il y a aussi son patrimoine humain. Et le patrimoine humain, c'est en fait les salaires qu'on va avoir et qui sont considérés un petit peu comme des obligations. Pourquoi? Parce qu'on travaille tous les jours et à la fin du mois, il y a un intérêt ou un coupon qui tombe, qui va être notre salaire. Et en fait, quand on est jeune, donc là, je vais vous regarder ici, en fait, ça, c'est un graphique qui permet de comprendre son patrimoine. Donc là, par exemple, à Charlotte, on a vie à 35 ans et voilà, tu vas vivre jusqu'à 85 ans. Et comment on peut penser ton patrimoine? En fait, aujourd'hui, dans la mesure où tu es jeune, ton patrimoine va surtout être lié à ton capital, qui va être l'ensemble des salaires que tu vas pouvoir générer ou les créations de richesses que tu vas pouvoir générer grâce à ton travail humain. Et en fait, c'est une partie qui est extrêmement importante plus tu es jeune.
Et plus on vieillit, le patrimoine en jaune, qui est le capital immobilier, va avoir une partie de plus en plus importante. Et surtout, le patrimoine financier va avoir une partie, lui aussi, de plus en plus importante. Parce que le salaire va être transformé en capital financier qui va être investi. Et donc, qui va prendre une partie de plus en plus importante. Et donc, cette distinction, elle est importante à avoir en tête parce qu'en fait, le patrimoine humain, il faut le penser comme une obligation. Et ça veut dire que quand on est jeune, par exemple, par exemple pour le capital actuel, ça veut dire que le capital d'aujourd'hui, il a 93% du capital humain, plus on est jeune. Et donc, le reliquat, le capital financier, en fait, il faut l'investir massivement sur des actions parce que dans notre patrimoine total, en fait, ça va représenter une partie qui est assez faible. Et au contraire, plus on vieillit, par exemple, quand on approche de 70 ans, notre patrimoine financier, ici, là, va avoir une partie plus importante. Et donc, lui, doit intégrer au fur et à mesure plus d'obligations. Parce que notre patrimoine humain, lui, qui est une obligation, n'est plus existant. On n'a plus de salaire, hormis la retraite, qui est versée. Et donc, c'est pour ça que, comme tu le disais tout à l'heure, Rudy, plus on est jeune, plus il faut avoir d'actions, et plus on vieillit, et plus il faut être exposé au fur et à mesure à des obligations. Est-ce que ça répond à la question? Je crois que c'est Anthony ou Frédéric qui posait la question tout à l'heure sur en fonction de l'âge, l'impact que ça va avoir. En fait, le but, c'est d'avoir des tendances. Et avec ces tendances, on sait qu'au fur et à mesure, plus on est jeune, il faut avoir des actions. Et plus on vieillit, plus il faut s'exposer à des obligations. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ou c'est clair? Ah non, c'est très clair. Il est super intéressant, le graphe, là. Ouais, c'est très clair. Ouais, super. Ouais. Parfait. Dernier point, le profil de risque. Le profil de risque, donc là, on a vu notre objectif de rendement, mais un rendement doit toujours être en adéquation avec un risque. Et donc, il y a deux choses dans le risque. Il y a la capacité à prendre du risque et la volonté à prendre du risque. La capacité à prendre du risque, il y a plusieurs éléments. Principalement, ça va être la perte en capital qu'on est prêt à subir sur un an. Donc, par exemple, Anne-Charlotte, quelle est la perte en capital que tu pourrais subir sur, par exemple, les 10 000 euros que tu souhaites investir aujourd'hui dans les prochaines années, dans les 12 prochains mois, quelle est la perte capitale maximum que tu serais prêt à avoir? 500 euros, 2 000 euros ou 4 000 euros que tu serais prêt à perdre? Je ne sais pas si tu... Ah, on ne t'entend pas. Je crois que... Je vais peut-être te mettre en annotation dans le chat, dans la conversation. Pourtant, ton micro marche. Alors, 4 000 euros est un déclarant qui restera bloqué. Ok, c'est plutôt une bonne réponse parce que ça veut dire, il n'y a pas de bon et de mauvais, mais c'est une bonne réponse parce que ça veut dire que tu peux te mettre plus d'actions. Pourquoi? Parce que la perte maximum qu'on peut avoir en 12 mois avec des actions, historiquement, c'est moins 40, moins 50%. Donc, si tu arrives à subir cette perte, ça veut dire que tu peux être 100% exposé à des actions, par exemple. Donc, ça veut dire que tu as un profil de risque qui est enclin vis-à-vis de ce type d'actif. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose d'un point de vue capacité à prendre du risque. La deuxième, ça va être la... Excuse-moi, Alex. Ouais. Pardon. Petite question, justement, je rebondis sur ce point. Est-ce que c'est complètement déconnant, du coup, d'avoir un portefeuille à 100% actions? Ça va dépendre de toi. Et la seule réponse la vraie réponse, c'est que ça va dépendre de tes objectifs. Si finalement, tu as un objectif qui n'est pas d'avoir un patrimoine financier exceptionnel, ça ne sert à rien de mettre 100% d'action parce que tu prends beaucoup de risques sur ce patrimoine. Si tu as un profil de risque où tu as peur de tout perdre et que tu ne pourras pas gérer, par exemple, que ton patrimoine perde 40% en 12 mois, ce qui est probable, alors il ne faut pas mettre 100% d'action. Si tu as ces éléments-là qui penchent de l'autre côté, alors oui, tu peux avoir 100% d'action. D'accord, ça va beaucoup dépendre de notre aversion au risque aussi, pour ce que tu Exactement. disais.
Exactement. D'accord, merci. Et l'autre élément dont on va parler justement, c'est cette volonté à prendre le risque. Donc pour estimer la volonté à prendre du risque, les professeurs en finance font ce qu'on appelle un profilage. Ils vont essayer de détecter deux choses. Premièrement, vous voyez ici d'être averse ou enclin au risque. Et la deuxième chose, ça va être la décision, notre process de décision. Est-ce que on a un process de décision qui est basé sur du rationnel ou sur de l'émotionnel? Ça, c'est un point qui est important parce que la bourse ne pardonne pas. Donc, en fait, il faut avoir un process de décision qui est plutôt rationnel. Si on est très émotif, etc., on peut prendre des mauvaises décisions. On a beaucoup de biais qui vont pouvoir biaiser notre allocation et on va prendre des mauvaises décisions. Et donc, si au contraire, on est enclin au risque et on a un processus de décision qui est rationnel, là, on a un profil qui est adapté pour avoir plus d'actions comparativement à des obligations. Et donc, il y a quelques questions qui sont posées, en fait, qui sont basées sur des questions du quotidien pour essayer de découvrir, en fait, notre profil. Et donc, ça, c'est des questions qu'on a répondu justement au préalable avec Anne-Charlotte, qui a un profil plutôt individualiste. Donc, là encore, plutôt positif pour les actions. Donc là, par exemple, avec les deux éléments qu'on a pu voir, en fait, ce qui est positif avec ces deux éléments, c'est que Anne-Charlotte, tu as un profil de risque qui te permettrait de voir plus d'actions parce que tu as une volonté, une capacité à prendre du risque. Donc voilà pour ce premier aperçu. Donc ça, c'est déjà le premier élément sur comment te créer, comment comprendre tes objectifs de rendement et ton profil de risque. Et donc là, on a déjà, par exemple, une première idée d'allocation. Ce serait d'avoir, par exemple, 80% actions et 20% obligations parce qu'on a vu que l'objectif de rendement est de 7% par an et toi, tu peux prendre plus de risques parce que tu as un profil qui est individualiste et tu as une capacité à prendre du risque. Donc, c'est déjà un premier élément de réponse, mais on va le décliner tout de suite en détail. Est-ce que tu as une... Est-ce que vous tu as une... Ouais. Moi, j'ai une question. Donc là, quand tu mets 80% d'actions, là, c'est purement de l'action. Alors, stock picking ou j'imagine peut-être ETF. Est-ce que, par exemple, dans cette allocation-là, est-ce que tu dis, tiens, est-ce que je ne mets pas 5% d'un CAC inversé, par exemple, pour protéger une partie du portefeuille ou pas? Ça, c'est vraiment la classe d'actifs actions de manière générale. Et justement, on va voir comment la décliner. Et ça on ne rentre pas après dans des stratégies de hedge avec des ETF à levier négatif ou des options, etc. Parce que là, on fait vraiment l'allocation de manière générale. Après, si on veut hedger son portefeuille avec des ETF inversés ou des options, ça va être en supplément et souvent, ça va être une partie assez faible du patrimoine total. Ça va être entre 1 et 3 à 4%. Et vraiment spécifique à un profil de risque, à un profil d'investisseur très, très spécialiste. D'accord. Tu pratiques déjà peut-être aussi ce type d'éléments d'investissement. Ok, alors, vous voyez toujours mon écran Excel? Ouais, parfait. Donc ça, c'était la première étape dont on vient de parler, comprendre son profil de risque et son objectif de rendement. Donc maintenant, on va se concentrer sur quels sont les 3 facteurs qui expliquent la performance en bourse sur le long terme. Hugo, la semaine dernière, on en a parlé, Nazim aussi, donc il ne faut pas que vous les disiez. Mais sur le long terme, quels sont les 3 facteurs qui expliquent la performance en bourse? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Le prix d'achat déjà? Ouais. Ouais, le prix de revient unitaire de l'action. Ouais, avec le rendement et les dividendes. Ouais, le rendement et les dividendes, donc l'actif qu'on a. Quand tu parlais de prix d'achat, ça va être quand on va l'acheter, je pense. Donc on a l'actif qu'on achète, on a le prix d'achat. Il y a un dernier élément qui est important. La croissance à long terme, non? Non. Le moment où on l'achète? Non, ça c'est pareil, quand on l'achète, ça va être le market timing. Il y a un autre élément important, qui est le plus important en fait. Le prix de vente? Non. De l'action? Non, c'est pas ça.
Est-ce qu'il y a un dernier élément qui vous vient en tête? Alors, je vais vous le dire, c'est l'allocation d'actifs. C'est-à-dire que la performance en bourse, sur le long terme, s'explique par 3 éléments. L'allocation d'actifs, comment allouez-vous votre argent entre les différentes classes d'actifs? Le stock picking, en anglais, on parle de choix de l'actif, choix de l'action. Quels sont les actifs qu'on va acheter dans cette classe d'actifs? Et la troisième, ça va être le market timing, ou quand est-ce qu'on va l'acheter. Ce sont les 3 éléments clés de la performance sur le long terme. Et il faut savoir que 5% de la performance sur le long terme est liée au market timing, à quand on achète. Et 95% est lié à comment on alloue notre portefeuille et ce qu'on va acheter dans notre portefeuille. Donc ça, c'est déjà un élément central, parce que ça veut dire que quand on pense son portefeuille, quand on construit son portefeuille comme maintenant, mais il faut allouer 95% de notre temps à justement ce qui marche le plus, ce qui explique le plus la performance. Donc, comment on alloue notre portefeuille et comment on choisit ses actions. Et finalement, quand les acheter, c'est pas c'est souvent justement une erreur facile sur laquelle on va vouloir qu'on va faire, alors que ce n'explique qu'une faible partie de la performance sur le long terme. Donc justement, je vous propose de rentrer dans la partie la plus importante explicative de la performance. Ça va être l'allocation d'actifs, comment on doit allouer notre portefeuille et les actifs que l'on doit acheter. Et donc, pour ça, je vais vous présenter, je jongle entre les présentations, parce que là, c'est vraiment une partie de l'atelier numéro 1 de la masterclass. C'est justement l'approche corps satellite. L'approche corps satellite, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, Oui. Ça parle à... Je ne sais pas qui a parlé, je n'ai pas entendu. Oui, Anthony. Anthony, ok. Donc, peut-être que tu pratiques déjà? Oui, c'est ça. Ouais. J'ai cette approche sur le PEA. Ok. C'est parfait. Du coup, on va en parler. L'approche corps satellite, qu'est-ce que c'est? C'est la fusion, c'est le meilleur des deux mondes entre l'approche passive et l'approche active. Alors, qu'est-ce que c'est l'approche passive? C'est les ETF. Je pense que c'est quelque chose qui va vous parler. Ce sont des produits financiers qui vont permettre de répliquer la performance d'indices boursiers. Et quels sont les avantages? Sur la droite, quels sont les avantages de cette approche? C'est qu'il va y avoir une diversification parce qu'en achetant un ETF, par exemple un ETF sur le CAC 40, on va directement acheter une exposition aux 40 entreprises de l'indice français. En investissant sur le MSCI World, l'indice action global du monde entier, on investit sur 1650 actions. Donc, il y a une diversification. Deuxième point, c'est que c'est peu cher, que c'est un gain de temps et que c'est très simple à mettre en place. Donc là, c'est la première partie. La deuxième, c'est la partie approche active. Et l'approche active, c'est finalement soit prendre un fonds d'investissement qui gère lui-même, qui va acheter et vendre des actions, soit gérer vous-même en achetant, vendant des actions ou d'autres actifs en bourse. Et pourquoi c'est le meilleur des deux mondes? Parce que l'approche corps satellite, on va avoir un corps qui va être cette base d'ETF qui va représenter 50% du portefeuille à peu près, où on va pouvoir atteindre notre objectif de rendement. Donc là, par exemple, on parlait de 7 à 8%. Et donc, sur cette partie corps, en fait, on va acheter ces ETF et on n'a presque rien à faire. On a une diversification sur notre portefeuille et c'est un gain de temps qui est incroyable. Et on va aller booster notre performance avec des satellites. Et les satellites, ce vont être des actions spécifiques qui vont avoir un rendement qui sera meilleur. Donc, par exemple, acheter un petit peu de Tesla, acheter des FANG, par exemple, ça permet de booster la performance parce qu'une performance analysée de Tesla ou des FANG, ça va pas être 8-10%, ça peut être 15 ou 20% par an. Et donc, allouer les deux, on a cette diversification et cette performance supplémentaire grâce aux satellites. Est-ce que c'est clair pour cette présentation sur l'approche corps satellite? Oui. C'est clair, merci. Je passe parce que je vous l'ai dit en détail, c'est un peu plus long. Et donc, comment on crée un portefeuille corps satellite? Je vous parlais de structure et de planification. Il y a 3 points clés. Donc, on a fait la partie 1, déterminer l'allocation d'actifs. Donc là, on va parler de allouer la corps et allouer le satellite. Donc, comment on alloue 50%, comment on alloue le corps et comment on alloue le satellite? Quel pourcentage on met?
Et donc là, il y a 3 éléments à avoir en tête. Premièrement, ça va être la notion de cercle de connaissances. Peu importe l'actif que vous achetez dans votre vie, soit en bourse, en immobilier, tout ce que vous voulez, il faut que vous ayez développé un cercle de connaissances sur cet actif. Un cercle de connaissances, qu'est-ce que c'est? C'est simplement savoir quelle est la performance à attendre de cet actif à moyen et long terme et quel est le risque de cet actif dans les 12 prochains mois. Et ça va, enfin, c'est vraiment n'achetez jamais rien sans avoir créé ce cercle de connaissances. Concrètement, le cercle de connaissances des actions, c'est de savoir que sur le long terme, une action, ça peut avoir un rendement de la classe d'actifs actions de voilà, 9, entre 8 et 10%, en moyenne 9%. Et par contre, qu'on peut perdre en un an 40%. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que il y a des personnes qui, l'année dernière, au mois de février, ont perdu 40% en un mois et ont pu être dans des sérieux problèmes financiers. Le Bitcoin, crypto-monnaie, c'est un très bon exemple. Avant d'acheter, il faut être conscient qu'effectivement, on peut faire x10 en performance, mais on peut aussi faire moins 100% sur certaines crypto-monnaies. Donc, il faut déjà avoir ce cercle de connaissances avant d'acheter, peu importe l'actif. Et il faut le distinguer du cercle de compétences. Qu'est-ce que c'est le cercle de compétences? Ça va être de développer des compétences pour aller chercher les satellites. Donc concrètement, dans le cercle de connaissances, on va avoir tous nos actifs core. Donc par exemple, les actions et les obligations, ce qui est sur de l'or, par exemple, en ETF. Et on ne va pas, par exemple, développer un cercle de compétences sur des obligations. Parce qu'un cercle de compétences, ça veut dire qu'il faut se former, apprendre pour développer une compétence et savoir maîtriser le sujet. Les obligations, par exemple, c'est un actif qui rend, comme on l'a vu, entre 2 et 4% de rendement par an. Est-ce que ça vaut le coup de se former là-dedans pour avoir entre 2 et 4% de rendement par an? La réponse est non. Moi, en tant qu'analyste financier et gérant de portefeuille, j'ai déjà investi sur des obligations, enfin j'ai un fonds sur des obligations, et ça prend énormément de temps parce qu'il faut découvrir le cash flow des entreprises, savoir si elle va rembourser, etc. Et donc, c'est un temps qui n'est pas du tout rentable pour un investisseur particulier. Donc, il faut avoir ces notions de cercle de connaissances, cercle de compétences, et surtout cercle de compétences, savoir dans quel domaine, sur quel satellite on veut se développer. Et donc, par exemple, les actions, c'est un cercle de compétences qui est très intéressant à développer parce qu'on va pouvoir aller chercher des actions qui vont avoir peut-être entre 10 et 20% de rendement par an et qui vont permettre de booster la performance. Et le temps qu'on va allouer pour développer une certaine compétence là-dedans, ça va être rentable. Sur l'immobilier, c'est pareil. C'est un cercle de compétences qui est extrêmement rentable. Quand on vaut mieux, par exemple, développer un cercle de compétences dans l'immobilier plutôt que de faire une SCPI, parce que le rendement sur le temps investi, il est décuplé avec un immobilier en LMNP, en division d'appartements, etc., etc. Est-ce que ces notions vous parlent déjà? Ouais, ça va. Parfait. Donc déjà, on a ces éléments entre cercle de connaissances, cercle de compétences. Le point suivant, ça va être... Je vais partager. Je vais repartager. Hop. La partie satellite. Ça va être le temps qu'on est prêt à allouer sur les classes d'actifs. Pourquoi? Parce que finalement, si on a absolument moins d'1 heure par semaine à vouloir allouer sur des actions, par exemple, ou sur l'investissement en bourse de manière générale, à ce moment-là, il va falloir beaucoup plus passer sur des ETF. Et donc, dans notre partie core satellite, on aura peut-être 70-80% de notre portefeuille qui va être alloué sur une partie core, sur des ETF, alors que si on a un peu plus le temps, on va baisser la partie core ETF à 40-50% et être plus mature sur des actions qu'on va pouvoir choisir dans le portefeuille et augmenter la partie satellite. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça va être le process de décision. On en a parlé tout à l'heure, mais finalement, qu'il y a un process de décision qui est émotionnel,
ne sera pas forcément fait pour acheter des actions en direct. Parce que les biais comportementaux expliquent énormément la sous-performance en bourse des investisseurs particuliers comme professionnels. Et donc, si on a un profil de risque qui est orienté trop émotionnel, qu'on n'arrive pas à maîtriser trop ses émotions, il faut alors avoir une partie plus ETF parce que du coup, on laisse la main à un ETF, un indice qui va être… on n'a vraiment rien à faire, on aura une performance sur long terme qui sera correcte. Au contraire, si on a un processus de décision qui est plutôt rationnel, on arrive à bien prendre une décision, à avoir un plan d'investissement et à le tenir, à avoir des objectifs sur des actions et à savoir vendre au bon moment et à les tenir. Alors là, on peut avoir une exposition plus importante aux satellites et donc à des actions en direct. Voilà pour les 3 points pour décider en fait cette pondération entre la partie corps et la partie satellite. Si vous avez des questions sur cette… Oui, j'aurais… Ouais. J'ai juste une question. Du coup, là, quand tu parles de satellite, tu parles exclusivement donc, de surperformance sur le court terme? Parce que j'avais cru voir que les ETF, ils surperformaient de manière générale les fonds actifs sur le long terme. Et donc, du coup, là tu penses qu'on peut superperformer même sur le long terme à base de cette stratégie corps satellite? Ouais, en fait, pourquoi les fonds d'investissement actifs sous-performent, c'est principalement à cause des frais de gestion. En fait, les gérants professionnels dans les fonds d'investissement arrivent à avoir une performance supérieure, peuvent avoir une performance supérieure par rapport aux ETF, mais quand on enlève les frais de gestion, qui sont plus importants parce qu'il faut les payer, il y a des frais de structure, etc., on arrive à une performance qui est inférieure. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, en fait, dans un portefeuille qui est global, les ETF vont amener une diversification. Mais il y a une bonne chose aussi dans la concentration. D'ailleurs, Warren Buffett dit, effectivement, s'il avait quelque chose à conseiller, ce serait un ETF sur le S&P 500. Mais lui, il concentre énormément ses positions sur des convictions qu'il a, qui sont fortes, sur des actions particulières. Et en fait, c'est l'intérêt de cette approche, c'est qu'on a cette partie ETF qui va amener la diversification, une performance de entre 8 et 10% par an, et acheter des convictions fortes sur des noms avec des fondamentaux qui sont très bons. Et par exemple, acheter des FANG, je peux vous montrer un autre, un exemple de portefeuille. Ça, c'est un exemple de portefeuille avec une approche corps satellite. C'est par exemple entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2020, un ETF sur le S&P a rapporté 190% avec une performance analysée de 9,5%. Et acheter 70% du S&P et 30% des FANG, on a doublé la performance de notre portefeuille. Donc, bien sûr, c'est du backtrading parce qu'on a pris des FANG, mais ce type d'action, ça peut se trouver facilement. Et justement, en fait, quand on achète, c'est aussi le problème des fonds actifs, c'est que quand tu gères un fonds actif, tu as… moi, je gère un fonds, on a 40, 50 positions dedans, et forcément, on achète des choses, mais il y a des noms, on n'a pas de convictions qui sont fortes, mais on ne peut pas mettre 20% sur un nom parce qu'on doit gérer diversifier le portefeuille, etc. Au contraire, si tu as 50-60% de ton portefeuille qui est sur des ETF qui met la diversification, toi, tu peux te permettre, en tant qu'investisseur particulier, de mettre 5%, 10% d'une conviction qui est forte avec une entreprise qui a des fondamentaux qui sont exceptionnels avec des perspectives importantes. Donc justement, on peut dépasser ces éléments, ces obstacles. C'est ce qui est bien, c'est que ces entreprises qui sont très innovantes, elles sont malheureusement sur du compte-titre. Et donc forcément, on est très fiscalisé. Trouver des boîtes en Europe qui vont vraiment surperformer. Trouver la pépite, c'est possible, mais
c'est pas simple par rapport au marché US voilà, où toutes les marques les plus fortes sont présentes. Ouais. Même si tu prends, je sais pas, même des boîtes qui sont assez anciennes, mais quand tu prends des boîtes comme Coca-Cola ou comme Apple, enfin, qui sont là depuis des années et qui sont vraiment des marques fortes, on n'a pas forcément beaucoup, je trouve, en Europe ou en France, quoi. À part quelques-unes, mais qui sont très chères ou qui végètent, quoi. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que le marché américain a une performance qui est plus élevée que le marché européen sur longue période. Donc ça, je suis entièrement d'accord, c'est un fait. Après, il y a quand même des entreprises européennes qui ont des très belles perspectives. Et donc, on peut aussi en trouver. Je pense à LVMH, il y a Safran, des très bons business models. Des entreprises même dans le digital comme Just Eat ou comme Delivery Hero qui sont sur la digitalisation des livraisons de plats et qui ont des perspectives de croissance énormes avec des belles marges aussi. Donc, effectivement, en termes de quantité, il y en a moins qu'aux États-Unis, mais il y en a aussi en Europe. Est-ce que dans une stratégie d'allocation, par exemple, où tu as compte titre et PEA, est-ce que tu intègres, tu dis, bah, tiens, je mets un ETF SP500 ou World, mais bon, sachant que le World, c'est quand même 65% à peu près des US. Est-ce que tu t'exposes à fond sur les US via le PEA et dans ce cas-là, tu ne prends pas de compte titre, ou dans ce cas-là, tu ne mets rien dans le PEA niveau US, mais tu t'exposes fortement via le compte titre, ou alors tu répartis un peu les deux, tu en mets une exposition américaine dans le PEA et après tu mets un plus gros taquet sur le compte titre. Ouais, en fait, comme tu l'as dit, ton point, c'est d'optimiser la performance nette de frais et nette de fiscalité. Et effectivement, le PEA, sur le long terme, il y a une différence de fiscalité qui est importante par rapport à un compte titre. Donc, il faut prioriser avant tout l'exposition au sein d'un PEA. Et donc, il y a des ETF, comme tu le sais, qui sont monde, même Nasdaq, même S&P, éligibles PEA. Donc, et qui ont une performance qui est très bien. Ce n'est pas forcément les meilleurs, c'est-à-dire qu'il y a des ETF, par exemple Nasdaq, des ETF S&P ou monde, qui sont éligibles compte titre mais pas PEA, qui sont un peu mieux en termes de tracking error ou en termes de frais qui sont un peu moins chers, mais ça ne va pas dépasser le gain de fiscalité qu'on va avoir avec un PEA. Donc, par exemple, le Lixor, Nasdaq ou le Amundi MSCI World, qui sont tous les deux éligibles PEA, sont des très bons actifs au sein d'un PEA. Et après, au sein d'un compte titre, aller chercher des actions en direct qu'on ne peut absolument pas avoir au sein d'un PEA. Ok. Merci. Donc, de rien. Et donc, justement, on en parle. Comment décliner ce corps satellite avec des ETF? Dans ton cas, Anne-Charlotte, c'est un exemple, c'est une simulation, mais on parlait de 80% actions, 20% obligations. Si on veut la faire de manière très simple, sans te prendre de tête, c'est de prendre le MSCI World PEA dans la partie core de ton portefeuille, parce que ça va suivre la performance sur le long terme du marché action. Sur la partie obligataire, il y a l'indice obligataire mondial le plus connu, s'appelle le Bloomberg Barclays Aggregate Bond, qui est l'indice le plus connu qui investit sur des obligations à la fois d'État et à la fois d'entreprise, principalement d'État, 80%, mais aussi un peu d'entreprise, et qui est l'indice le plus connu. Et donc, suivre des trackers sur ces deux indices, on a déjà en fait ces expositions. Après, si on va aller plus en détail, sur la partie action, il y a des éléments améliorés, notamment en termes d'actifs, une exposition sur du Nasdaq, pas forcément tout de suite parce que la valorisation est élevée, mais c'est un actif sur le long terme qui doit vraiment faire partie d'un portefeuille. Et deuxièmement, sur la Chine, parce que c'est sous-représenté dans le MSCI World, ça représente 3 à 4% du MSCI World, alors que c'est la deuxième économie mondiale. Donc, chercher là aussi un ETF sur la Chine va permettre de compléter déjà cette partie action. Et sur la partie obligation, dans la partie core, je le disais, celui-ci, donc le Bloomberg Barclays,
ou alors tout simplement aller chercher un fonds euro d'assurance vie qui peut avoir une performance de, je ne sais pas combien ils sont les derniers, mais entre 2 et 3%. En fait, c'est comme investir sur un ETF sur la partie obligataire, parce que finalement, sur le même actif. Donc, on a déjà des éléments sur la partie corps, en tout cas, là-dessus. Est-ce que Anne-Charlotte, ça te donne déjà des éléments de réflexion? Ouais. Parfait. Et donc, j'aurais juste une petite question. Ouais. Désolé de te couper. Ouais. Ouais, j'aurais juste une question par rapport pour l'investissement sur les obligations. Toi, tu préconises plutôt quoi? Un ETF obligataire, mais du coup, j'ai cru comprendre que ce n'était pas très accessible sur PEA, ou plutôt d'aller sur des assurances vie et de mettre ça en fonds euros. Parce que du coup, j'ai un problème moi, pour investir à travers des obligations, parce que comme j'investis particulièrement sur le PEA, et que je n'ai pas investi encore sur un compte titre, et du coup, j'hésitais à le faire. J'investis sur les obligations, entre autres par le biais des fonds euros d'une assurance vie, mais c'est surtout des fonds obligataires d'État. Il y a très peu de fonds obligataires d'entreprise. Et donc, du coup, les rendements, ils sont aussi bien moins élevés que 3%. On tourne plus autour des 2%, et je pense qu'à l'avenir, même voire un peu moins. Donc, du coup, le mieux, ce serait quoi? C'est d'investir par le biais d'un ETF sur le compte titre, en ETF obligataire, ou par le fonds euro en assurance vie, selon toi? Déjà, il n'y a pas d'ETF obligataires qui sont éligibles PEA. Oui. Parce que c'est seulement des actions par définition. Et donc, c'est compte titre. Après, tu posais la question compte titre vs assurance vie. C'est aussi une bonne question. L'assurance vie après 5 ans a aussi une fiscalité avantageuse. L'inconvénient des assurances vie, c'est qu'il y a des frais qui sont importants. Donc, ça va dépendre de ton assurance vie. Si dans ton assurance vie, déjà, tu peux mettre des ETF, et si dans ces ETF, il y a des ETF obligataires intéressants, alors oui. Sinon, dans ton assurance vie, il n'y a pas d'ETF obligataire, et en plus, le fonds euro, il n'est pas très, en termes de rendement, il n'est pas très élevé. Alors, il vaut mieux aller sur un compte titre là où tu veux tout acheter sur un compte titre. Donc, il y aura forcément un ETF obligataire qui sera plus intéressant pour notamment une exposition, notamment sur la partie. Est-ce que tu pourrais m'écrire le nom de l'obligation, Anne-Charlotte? Alors, je vais partager ça. Alors, je vous partage dans la partie écran. Ça, c'est le nom de Bloomberg, c'est le nom de l'indice. Et et donc, je vais partager aussi. D'accord, super. Je vais partager aussi un ETF qui est hedgé en euros et donc qui suit cette sur la partie obligataire. Il y a tout ce qui fonctionne en ce moment, c'est aussi il y a beaucoup de flux qui vont vers des obligations d'États émergents parce que forcément c'est un peu plus risqué, mais il y a un peu plus de rendement. Donc je ne me suis pas renseigné s'il y a des ETF sur cette partie-là, mais c'est aussi une partie intéressante potentiellement pour aller booster un petit peu la performance de cette classe d'actifs. D'accord, donc tu privilégierais plutôt l'ETF au sein d'une assurance vie si c'est possible. Si ton assurance vie le permet. Le permet. Ah oui, il faut vérifier parce qu'il y a assurance vie et assurance vie. Oui. Non, mais moi, l'assurance vie que j'ai sur laquelle je suis, il y a évidemment il y a des ETF obligataires, mais c'est vrai que j'ai moins de connaissances dessus et c'est toujours plus difficile de savoir en fait lequel ETF prendre sur les obligations. On parle beaucoup des ETF sur les actions, mais un peu moins sur les obligations. Et au final, je suis un peu plus perdu sur les ETF obligataires et comment ils fonctionnent réellement. Non, celle d'après, ça marche aussi. Attends, il y a Frédéric. Celle d'après, ça marche aussi. J'ai activé le son. En fait, ils vont suivre un indice. Donc, en fait, les ETF, de manière générale, la première question que tu vas te poser quand tu achètes un ETF, c'est quel indice suivre. Parce que c'est vraiment l'élément central. Donc, il faut choisir le bon indice obligataire. Et deuxièmement, après, ça va être la même chose qu'un ETF action. Il faut regarder notamment la tracking error, donc la différence pour savoir si l'ETF réplique bien l'indice. Et après, tout ce qui est frais de gestion. Pour savoir si les frais de gestion ne sont pas trop élevés par rapport parce que le but d'une obligation, c'est de dégager un coupon. Là, j'imagine qu'en la suivant au travers d'un ETF, il n'y a pas de coupon qui est dégagé directement. Si, parce que l'ETF capitalise. C'est des ETF qui sont capitalisés, d'accord, ok. qui sont distribuants.
il faut mieux privilégier ça dépend, Le capitalisant. mais le capitalisant sur un compte titre, parce qu'au moins tu ne vas pas être taxé. Sinon, ça va être comme un coupon, donc tu vas être imposé dessus. Donc il vaut mieux le capitaliser, ça va être un peu mieux. Et donc il vaut mieux faire ça. D'accord, ok. Parfait. Et du coup, ok, super, merci. avec plaisir. Donc on était sur la partie corps, donc on a donné des éléments déjà de réponse entre les différents ETF. Et donc on peut passer sur la partie satellite. Et donc on a parlé comment choisir une action qui surperforme. Effectivement, je suis entièrement d'accord. C'est quelque chose de complexe. Il y a des milliers d'actions. Et comment s'y retrouver. Et donc, c'est pour ça que moi, au sein de mon fonds d'investissement, on a créé, en fait, quand on crée un fonds, on a un univers d'investissement qui est énorme. Si on investit sur les actions du monde entier, on a peut-être 4500. Le but, c'est de savoir, sur ces 4500, comment on arrive aux 100 sur lesquels, ou les 50 sur lesquels on investit au sein de notre fonds. Et donc, on crée des règles, on crée du backtest, on essaie de voir les actions qui ont mieux performé en fonction de certains critères. Et donc, on a créé des algorithmes pour savoir les actions qui surperforment le mieux. Et donc, ce qu'on a pu détecter, c'est qu'il y a des facteurs explicatifs et prédictifs de la performance. Et donc, nous, on les a rassemblés. C'est pour ça que sur la toolbox de quoi investir, eh bien, vous allez retrouver ces 5 éléments. Les 5 éléments, ça va être un mode. Ça, c'est vraiment un point qui est très important et je le vois depuis des années que je suis gérant de fonds d'investissement sur mon portefeuille. Les actions qui surperforment vraiment le mieux et sur lesquelles on est le plus à l'aise, c'est les actions qui ont un avantage concurrentiel. On a parlé par exemple de Coca-Cola tout à l'heure, qui a un avantage qui est sa marque. On a parlé de Apple aussi, sa marque qui est fondamentalement, enfin, qui est centrale, qui lui permet d'avoir des prix qui sont 50% au-dessus de tous ses concurrents. Et donc, ce type d'avantage concurrentiel, qui peut être une marque, peut être une technologie, ça crée une barrière à l'entrée vis-à-vis des autres concurrents. Et donc, l'entreprise peut croître plus vite avec des niveaux de marge plus élevés. Et donc, sur le long terme, ce sont des entreprises qui vont avoir des rendements bien supérieurs. Donc, on peut attendre performance sur 10 ans, 15 ans de Apple, je ne l'ai pas en tête, mais elle est forcément à plus de 15% ou 20% par an de performance. Et donc, c'est ce type d'action qu'il faut prioriser. D'autres éléments, ça va être bien sûr le management, un management de qualité qu'on peut voir ici. Ça va être une méga tendance, ça veut dire qu'une entreprise qui participe des méga tendances de demain va avoir un marché tellement important qu'il y a moins de concurrence, qui vont pouvoir mettre le prix un peu plus où ils veulent. Pensez par exemple dans l'énergie renouvelable, c'est un marché qui est tellement important, ou même Tesla par exemple. Le marché est tellement important sur le véhicule électrique que la croissance, c'est un boulevard devant eux. Et ça, c'est un facteur clé aussi de performance. On a parlé du MOT. Et l'élément suivant, ça va être le momentum. Ça va être est-ce que l'entreprise est dans une tendance boursière positive ou négative. Et bien sûr, il faut prioriser les entreprises qui sont dans une tendance boursière positive. Et donc finalement, oui, c'est compliqué dans ces 4500, enfin dans toutes les actions qui sont disponibles d'acheter, de trouver la bonne. Donc c'est pour ça que nous, à notre travail, on utilise un outil de scoring qu'on a développé ici pour prioriser en fait et détecter ces actions plus facilement. Et donc les actions qui ont un score supérieur à 8 de notre backtesting qu'on a fini entre le 31 mars 2011 et le 31 mars 2021 sur les S&P surperformaient les entreprises qui ont une note inférieure à 3 de 11% par an. C'est pour vous donner un ordre d'idée qu'en se concentrant sur ces entreprises qui ont ces 5 éléments, on évite déjà des vraies catastrophes et on peut aller booster notre performance avec des actions qui vont rendre des rendements entre 10 et 20% par an et donc booster notre performance à moyen et long terme. Et l'intérêt, c'est que finalement, c'est pour ça que nous, on a créé la Toolbox Convertir, c'est d'avoir un gain de temps pour rechercher ces actions. Et donc, dans la partie, par exemple, screener, on va avoir directement ces actions qui vont remonter dans, par exemple, Esker, c'est une entreprise française dans l'intelligence artificielle. Ça fait quelques mois que je l'ai et qui a bien fonctionné parce que justement, elle rassemble
vous voyez ce dernier mois, elle a bien grimpé, et justement parce qu'elle rassemble les 5 éléments dont on vient de parler. Et l'intérêt, c'est en fait finalement de se concentrer sur des actions qui rassemblent déjà ces différents critères. Donc là, par exemple, aux États-Unis, c'est possible de les chercher et de les prioriser aussi. Donc, par exemple, Microsoft, c'est aussi une action, c'est une de mes actions préférées, et d'amener Microsoft en plus de ses ETF, ça va justement permettre de booster la performance. Et on est vraiment confiant sur ce type d'action, plutôt que par exemple d'acheter du Air France, par exemple. Je sais que Air France, ça va être une autre paire de manches. On est à 3,2, parce que c'est justement une action qui, au contraire, une entreprise qui, au contraire, a une croissance limitée avec le Covid actuellement, un management plutôt correct, et plutôt cher, bien valorisé, avec le rebond qu'elle a eu, alors que les fondamentaux de l'entreprise sont encore tendus, et qui surtout, comme je le disais, a aucun avantage concurrentiel. On peut aller voir EasyJet, prendre un billet EasyJet comme un billet chez Air France. Il n'y a aucun avantage d'une compagnie sur l'autre. Et enfin, elle est dans un momentum qui est un petit peu baissé, l'analyse technique, plutôt neutre, donc c'est tout. Donc voilà pour ces éléments. Est-ce que vous avez des questions sur la toolbox et sur la présentation qu'on a fait ensemble? C'est très clair. Non, très très bien, très clair et ouais, très intéressant. Moi, je suis de plus en plus admiratif de la toolbox. Je ne l'ai pas encore plus testé que ça. Mais avoir ce côté scoring, screener, recommandation pour faire les bons choix, je pense que c'est un outil qui a un vrai potentiel en fait. Effectivement, le but, c'est vraiment de trouver... moi, je réitère, hein, mais l'analyse, il y a beaucoup d'investisseurs novices qui pensent que l'analyse technique, c'est une solution de facilité de savoir quand acheter, quand vendre, parce qu'en fait, trouver sur les graphiques des figures, etc., c'est un petit peu un biais cognitif de se dire que ça va se répéter, mais sur le long terme, les investisseurs particuliers qui utilisent uniquement l'analyse technique sous-performent les investisseurs qui utilisent à la fois du fondamental et du technique de 8% par an. Ça, c'est une étude qui a été faite sur 20 000 investisseurs entre 2006 et 2013 de mémoire. Et donc, il faut intégrer les 5 éléments dont on vient de parler. Et en plus, l'intérêt de se concentrer sur ces actions, c'est que on peut les garder longtemps en portefeuille. Et donc là, encore une fois, pour moi, c'est un élément important. Il faut toujours regarder la performance par rapport au temps investi. Donc, les ETF, par exemple, c'est très bien. Mais par exemple, de l'analyse technique, on va passer beaucoup de temps devant son écran à essayer de découvrir des figures chartistes, etc., alors que la performance ne va pas être au rendez-vous. Alors qu'investir sur le capital d'entreprises qui ont un vrai business model sur le long terme, on va être beaucoup plus confiant, sereinement. Moi, mon portefeuille, je suis serein d'avoir du Safran, d'avoir du Corian, d'avoir du Microsoft, parce que c'est des entreprises qui ont un avantage concurrentiel très important. Et donc, on peut les garder longtemps en portefeuille et la performance sera très bonne, exceptionnelle parfois, et avec un temps investi qui sera génial. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord parce que là, en plus, je me rends compte, moi sur mon portefeuille, j'ai quand même quelques titres spéculatifs et je passe beaucoup de temps, on va dire tous les jours, forcément, je suis l'activité de mon portefeuille. Et effectivement, ce que j'essaie de faire un peu d'analyse technique, de trouver des supports des replis sur support ou des cassures de résistance pour rentrer. Mais en fait, ça prend un temps fou. Ah ouais. Et en réalité, en fait, je le vois, c'est que sur des titres spéculatifs, psychologiquement, c'est dur à tenir. Là encore aujourd'hui, j'ai un stop qui a sauté, mais heureusement qu'il m'a sorti en léger gain
mais qui m'a sorti, on va dire, dans une baisse sur une mèche, pour Valneva par exemple, et c'est remonté derrière aussitôt. Donc bon, ça m'a déçu parce que si j'ai pas eu ce stop, j'aurais pu garder le titre en portefeuille. Et en fait, à côté de ça, j'ai des titres qui sont comme Total ou comme j'ai quelques titres Apple ou Disney dans le compte titre. Ces titres-là, voilà, je sais que je suis hyper serein avec eux parce que c'est des grosses boîtes, c'est des grosses marques. Ils ont du gros business model, ils sont assis sur des montagnes de cash. Et en fait, je sais que psychologiquement, je dors sur mes deux oreilles avec ces titres-là. Alors qu'avec les titres spéculatifs, en fait, ça me génère un stress que je n'aurais pas sur d'autres titres. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et puis en plus, en fait, la performance, parfois l'analyse technique, ça fonctionne, mais vraiment la clé qui fait dérailler la chose, c'est les biais qu'on a, parce qu'on est des humains et on a des biais cognitifs qui sont importants, et on ne va pas savoir replacer ses ordres au moment, etc. On ne va pas savoir tenir nos positions, au contraire, on va les tenir trop longtemps. Et c'est quelque chose qui n'y a pas quand on a un système qui est comme celui où on a ces 5 éléments et on investit sur du long terme, sur des entreprises avec un business model solide. Donc, on évite aussi une partie là. Et puis, l'analyse, ça peut servir quand on essaie de pricer son entrée. Donc, nous, on intègre l'analyse technique dans le score pour avoir des tendances, pour éviter les tendances baissières et préférer des actions dans les tendances haussières. Mais ça reste qu'une seule partie du score et de la décision d'achat de manière générale. Est-ce que vous avez… Juste pour le feu, tu peux mettre le scoring de Cybergun, s'il te plaît? Alors, c'est une petite boîte, Cybergun. Je pense que elle est… elle a quelle… c'est une petite capitalisation boursière, Cybergun. Elle a combien de… T'es exposé à Cybergun, Hugo? Moi, je suis pas dans, parce que je sais que c'est une bouse, mais vu qu'il y a malheureusement il y a beaucoup de gens qui se lancent dessus, parce que c'est une penny stock, quoi. L'intérêt de la toolbox, c'est justement, nous, on parle d'investissement, c'est pas du tout du trading spéculatif. Nous, on veut garder ce qu'on veut trouver avec la toolbox et dans notre portefeuille, dans notre patrimoine, c'est des actions sur lesquelles on peut dormir pendant des années et qui vont avoir un rendement au-dessus de 10%, entre 10 et 20% pour booster la performance de notre portefeuille. Justement, du Cybergun ou tous ces penny stocks, c'est pas de l'investissement, c'est du trading spéculatif. Oui, on peut gagner 90%, mais on peut aussi perdre 90%. Et c'est vraiment spéculatif. On ne dort pas du tout sur ses deux oreilles. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui va amener une performance qui va être robuste. C'est important la robustesse, parce qu'effectivement, on peut gagner un coup 90%, mais est-ce qu'on peut répéter cette chose tous les ans pendant 20 ans? C'est une autre chose. Alors que là, justement, ce type d'action et ce type de scoring sont backtestés sur des années pour amener cette performance et cette robustesse. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est de se dire, vaut mieux être sur des actions qui font 7-8% par an, mais on sait que c'est quasiment certain de faire ces 7-10% par an, plutôt que d'aller chercher, jouer des coups spéculatifs où effectivement, un coup, on va gagner, mais les 9 coups suivants, en fait, on va rendre tous les gains au marché et même plus, quoi. Sans compter tous les frais de courtage qu'on se prend entre les deux à rentrer et à sortir, à rentrer et à sortir. C'est un bon point. En plus, c'est vrai, c'est que j'invite à faire attention, mais il y a beaucoup de personnes en bourse qui parlent de day trading, notamment, et c'est souvent des formateurs ou des personnes qui sont affiliées à des plateformes de trading. J'ai des noms en tête, mais je ne vais pas le dire. Et en fait, ces plateformes de trading, elles ont intérêt à ce qu'il y ait des transactions, parce qu'à chaque fois il y a des transactions, ils prennent des frais, et donc ils ont intérêt, entre guillemets, à favoriser cette stratégie qui, pour autant, quand on regarde la performance sur le temps investi, est ridicule, mais qui, eux, va leur amener, bien sûr, des frais et donc des revenus. Est-ce que, Anne-Charlotte, du coup, ça t'a donné des éléments? On a vu beaucoup de choses, mais tout début, tu disais que voilà, tu voulais avoir un plan, un ordre d'idée. Je ne sais pas si ton micro marche à nouveau, mais est-ce que du coup, tu as des éléments de réponse?
Comment faire pour avoir les éléments pour le cercle de connaissances? Il suffit de lire le module 3 qui est dans la partie ici. Je vais vous montrer. Vous voyez toujours mon écran normalement. Donc, la partie formation. Donc là, il y a les 8 modules de formation qui sont gratuits. Hein. Quel actif faut-il privilégier? Et donc là, justement, je parle de la carte mentale qu'on a vue et donc justement des classes actives qu'on a pu voir. Et donc à chaque fois, je dis justement sur le cercle de connaissances quelles sont les performances et la perte de chacun de la perte potentielle sur 12 mois de chacun de ces actifs. Donc là, tout est décrit dans l'immobilier, les états, les placements atypiques. En lisant ça, du coup, tu as ton cercle de connaissances qui est fait pour l'ensemble de ces classes d'actifs. Avec plaisir. Ça marche toujours pas. Ah, si, ça marche. Ça marche? Ouais, ça marche. Ah je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien fait de plus. Oui, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Je pense que je vais enfin me lancer au bout d'un an. C'est vrai que, même si je suis prête à prendre des risques, c'est toujours de l'argent et du coup, quand on ne connaît pas, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ouais. Non, mais effectivement, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan et avoir un objectif et s'y tenir. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant d'habitude, on passe plus de temps dans cet atelier sur la masterclass. Mais là, déjà, tu as vraiment des éléments pour carrément. et ton allocation. Ouais, c'est carrément beaucoup. C'est vraiment beaucoup plus clair pour moi. Et je te dirai si, si j'ai fait le pas. Tu as des questions non, j'avais cette question-là. Après, voilà, pour les actions. Non, je pense que j'ai compris. Donc, 80% d'actions avec 50% d'ETF et 50% d'actions un peu plus actives et 20% d'obligations. Voilà, par une partie assurance vie. D'accord. Après, ça voilà. donne un ordre, Oui, à peu près, quoi. Ouais, et voilà. Non, je pense que voilà. Non, mais parce que quand on est perdu, je pense que voilà, il y en a beaucoup qui sont très forts là. Je me sens un peu perdue. En plus, je suis la seule femme, ça fait un peu cliché. On est tous passés par là pour commencer. Mais c'est vrai que voilà, il y a tellement de choses entre les obligations, les actions, même la crypto-monnaie. Voilà, vous en parliez de la crypto-monnaie tout à l'heure et c'est vrai que mon mari m'en parlait, mais je lui dis, voilà, on n'est pas là-dessus. Je pense que si, pour une petite somme, pour essayer, pour voir et voir ce que ça donne, mais ouais, si, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Ok. Merci. Et non, je pense que j'ai plus de questions. Est-ce que vous avez des questions sinon Oui, moi j'aurais une petite question à te poser concernant la toolbox. Donc du coup, vous analysez en gros au travers de 5 critères fondamentaux les entreprises, enfin les titres. Mais est-ce qu'il y a une valeur d'entrée qui est donnée ou pas du tout? Ou le market timing, on l'abandonne et on entre un peu n'importe quand? Il suffit que la société réponde à ces 5 critères de façon pertinente. En fait, on intègre le market timing dans la partie momentum, qui est l'un des 5 éléments qui va prendre en compte la tendance boursière. Mais finalement, quand est-ce qu'il faut vendre une action? Est-ce que si l'action, par exemple, elle est trop chère, est-ce que si elle est dans un bon momentum mais qu'elle est trop chère d'un point de vue valorisation, est-ce qu'il ne faudrait pas la vendre aussi? Est-ce que si l'entreprise, par exemple, elle fait une mauvaise publication et ça montre, par exemple, qu'elle est en train de perdre un avantage comparatif, son avantage comparatif n'est plus forcément aussi durable qu'on le pensait, est-ce qu'il ne faudrait pas la vendre aussi? Et donc, tu vois qu'en fait, il y a plusieurs éléments qui peuvent te pousser à vendre une action et ce n'est pas seulement la tendance d'une action. Et donc, c'est pour ça que ce score, une fois qu'il y a plusieurs éléments qui vont déclencher un élément de vente,
C'est nous, on met une bonne note aux entreprises qui ont un score supérieur à 7,5. Si elles passent en dessous de 7,5, ben, ça veut dire qu'il y a un de ces éléments qui s'est dégradé. Peut-être qu'effectivement, l'un de ces éléments, c'est cette tendance boursière qui s'est retournée, que par exemple, l'action est passée. Donc, quand on parle de la tendance boursière, le momentum qu'on calcule, on prend notamment les moyennes mobiles et le RSI. Si les moyennes mobiles, par exemple, l'entreprise passe en dessous de sa moyenne mobile de 100 jours, ben, automatiquement, le score va passer en dessous de 7,5. Et là, ça veut dire qu'il faut peut-être se poser la question d'alléger un petit peu la situation. Mais ça peut aussi être lié au fait que, par exemple, l'entreprise soit devenue trop chère. Et là aussi, par exemple, Tesla est même dans un momentum à court terme, là, c'est plus le cas, mais il y a 2 mois qui était positif. Moi, j'ai vendu mes actions fin décembre, début janvier, fin décembre. L'action avait une tendance positive, mais la valorisation est tellement importante que c'est aussi un élément pour vendre ces actions. Il n'y a pas seulement que la tendance, le momentum, la tendance boursière. Donc, en gros, la note de la toolbox, ça nous dit en gros quand acheter et quand vendre lorsqu'elle passe par exemple en dessous de 7 et quand elle est au-dessus de 7, c'est plutôt un signe d'achat, alors qu'en dessous, c'est plutôt un signe de vente si on est rentré dans le titre ou en tout cas de pas achat si on n'y est pas rentré. Exactement. Donc déjà, il faut absolument éviter les entreprises qui ont une note rouge inférieure à 4, inférieure à 5, parce que il y a beaucoup de ces 5 éléments qui sont mauvais. Une entreprise qui était positive et qui passe à 7, en dessous de 7,5 par exemple, ça vaut beaucoup de regarder. Après, ça peut être aussi ça va dépendre de l'élément. Par exemple, LVMH, en ce moment, du coup, la publication est un tout petit peu moins bien. Du coup, la note, par exemple, d'avantage comparatif est un petit peu baissée parce que 2020 était une année un peu plus rude due au Covid. Mais à long terme, c'est une entreprise qui quand même garde son avantage. Et donc là, par exemple, c'est une position que moi, j'ai pas vendue parce que je connais un peu plus l'action et je sais que c'est pas un acte de vente. Donc, il faut un petit peu regarder en détail ces différents éléments. Mais c'est surtout en fait de passer d'une note rouge, d'une note verte à une note inférieure qui va être un élément où il faut se renseigner effectivement sur la vente ou non de. Moi, j'ai donc deux questions par rapport à la toolbox et à ce fameux scoring. Ouais. Donc, est-ce que déjà, par exemple, si je dis, bah, tiens, moi, dans mon portefeuille, je dis, tiens, j'ai Total et j'ai LVMH, par exemple. Est-ce que la toolbox peut t'envoyer une alerte quand le score a augmenté ou diminué pour dire, voilà, attention, la note baisse et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut alléger, ou inversement, tiens, la note monte et donc dans ce cas, peut-être que c'est l'occasion de renforcer sur le portefeuille. C'est la première question. Et après, deuxième question, c'est notamment comment est-ce que vous évaluez en gros cette notation, notamment par rapport à des publications, des choses comme ça. Comment vous avez, enfin, techniquement, l'information, c'est manuellement que vous réajustez le score, vous avez un. En fait, alors pour ta première question, on peut mettre ici dans la partie gère ton portefeuille. Donc il y a une partie position, on rentre toutes nos positions. Il y a une partie analyse où on analyse le portefeuille. Donc on va donner une note à chacune des entreprises et donc au portefeuille global. Donc là, par exemple, celui-ci a une note de 5,1. On peut voir la diversification géographique, sectorielle, la volatilité. Et dans la partie alerte, on peut se créer des alertes justement sur le portefeuille, mais aussi sur des actions en particulier. Par exemple, sur Total. On a mis une alerte là, par exemple, si la note passe de positive à active, on n'a pas mis la gradation, si ça passe en dessous de 6, 5, etc. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va développer dans les prochaines semaines. Et donc, il sera possible de mettre une alerte sur le montant exact, le niveau exact que l'on veut. Mais il y a déjà ce système d'alerte avec même sur tous les éléments, finalement, sur le momentum, par exemple, si on veut vraiment, si on a des actions, par exemple, tu disais tout à l'heure, on détient des actions sur Total, par exemple, et qu'on veut éviter un retournement de tendance, on peut vraiment se mettre une alerte aussi spécifiquement sur le retournement de tendance sur une action. Donc là, l'opération a été prise en compte. Et donc là, la note a été ajoutée, enfin, l'alerte, pardon, a été ajoutée sur Total. C'est top. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ça va être sur la partie. Donc là, les Cybergon. Ah oui. Okay. Sur la partie Cybergon, sur l'intégration des résultats.
oui, c'est un point qu'on prend en compte et qui est même important. Ça s'appelle Earning Surprise. C'est justement ce qu'on calcule ici. 2017, c'est bizarre que ça ne soit pas plus rapide. Ouais. C'est justement ce qu'on rappelle ici. En fait, là, par exemple, les points rouges, ça va être les données publiées et les points verts, ça va être les données attendues. Et l'écart entre les deux, ça va être ce qu'on appelle le earning surprise en anglais. Et ça va être en fait si l'entreprise a délivré en dessous ou au-dessus des attentes du consensus. Les attentes, c'est les analystes financiers qui mettent une attente sur le chiffre d'affaires qui est attendu. Et ça, c'est un élément important parce que c'est un facteur qui est prédictif de la performance aussi. Les entreprises qui arrivent à bien à publier au-dessus des attentes, c'est un gage de qualité parce que c'est des entreprises qui ont réussi à prévoir un bon niveau d'estimation et qui en plus surperforment. Et donc nous, comment on fait? En fait, on intègre ce score en le comparant aux concurrents. C'est-à-dire qu'on va, pour chaque entreprise, on calcule le earning surprise, donc on fait par exemple le chiffre d'affaires publié divisé par le chiffre d'affaires attendu. Donc on a cette différence. Et après, on regarde sur toutes les actions du même secteur, on les classe, donc de celle qui a la meilleure earning surprise et celle qui a la pire, et on met une meilleure note à celle qui a le meilleur earning surprise, donc celle qui publie le plus souvent et le plus au-dessus des attentes. Et donc c'est pour ça qu'on va allouer une bonne note à ces actions, et ça va remonter après sur le score, c'est sur le score de management, le score co-investi. Et donc ça, on l'intègre dès qu'il y a une publication. Les entreprises publient soit aftermarket ou soit pré-market, et nous, dès qu'on reçoit l'information le matin ou le soir, on recalcule le score. Et donc, on calcule le score tous les soirs, et donc il est recalculé directement. Ok, cool. Et du coup, comme le score est calculé assez régulièrement, il n'y a pas une trop grande volatilité avec un risque que les actions passent vite d'une note rouge à une note verte, puis d'une note rouge. Parce que si bien quand je me lance sur LVMH, c'est que je sais pas moi, dans 15 jours, il y a une info qui fait passer, par exemple, sous sa moyenne mobile 100 et que du coup, ça dégrade sa note. Ouais. Et que je l'avais à ce moment-là, mais qu'en fait, 3 jours après, elle a repris son cours. Comment ça se passe à ce niveau-là En fait, il faut déjà prendre en compte quels sont les éléments qui vont faire évoluer le score. Et donc, ce qui bouge le plus tous les jours, ça va être le cours de bourse, et ça va surtout influencer du coup la partie momentum sur la partie tendance boursière. Sur les autres parties, ça va aussi influencer notamment le prix, pour savoir si l'entreprise est survalorisée ou sous-valorisée. Et donc ça, c'est des éléments qui vont bouger si l'entreprise devient trop chère ou a une tendance qui s'inverse, etc. Après, les autres éléments, ça va être les états financiers. Ça, c'est un point très important. Quand on calcule les états financiers, on calcule la profitabilité, le niveau de croissance, etc. Et en fait, on va l'updater quand les entreprises publient. Et les entreprises publient de manière trimestrielle ou semestrielle. Donc là où le score va bouger, ça va être surtout à ces moments-là, quand l'entreprise publie, parce qu'on va updater du coup la profitabilité, le niveau de croissance, etc. Bon, après, nous, ça va être modifié, mais pas non plus. L'entreprise va passer de 8 à 4, c'est impossible. C'est pas possible, ça veut dire que c'est impossible, parce qu'en plus, sur tout ce qui est ces états financiers, on ne prend pas le dernier, on lisse quand même, c'est pour éviter des effets comme le Covid ou une année l'année dernière, par exemple. C'est très dur de comparer 2019, enfin 2020, 2019 à cause de ce type d'effet. Donc, on lisse les données pour éviter d'avoir des outliers en anglais, enfin, des données qui ne font pas de sens. Et donc, c'est impossible d'avoir une entreprise qui saute de 8 à 2 parce que justement, elles sont intégrées sur tous les éléments qui vont changer, c'est de manière trimestrielle. Et donc, ça va être intégré au fur et à mesure. Donc, il ne va pas avoir des gros sauts, entre guillemets, sur la note. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ouais. Donc, du coup, là, d'une manière générale, quand on investit sur la société, c'est pour la garder, j'imagine, sur quoi? Sur plutôt le moyen terme ou le long terme? Ouais, le but, c'est effectivement de trouver des entreprises qui rassemblent ces 5 facteurs et qui sont la source de surperformance à moyen et long terme. Donc là, l'intérêt, c'est d'optimiser sa performance sur le temps investi. Et voilà, par exemple, une entreprise comme Microsoft, c'est une entreprise qui, regardez ici, que du vert,
Ça, c'est un scorecard de Warren Buffett. Ça veut dire que cette entreprise rassemble les critères que Warren Buffett regarde quand il regarde une entreprise. Donc, elle a un niveau de profitabilité, de rentabilité qui est exceptionnel. Là, c'est une entreprise de qualité. Elle est à l'abri de la faillite et elle n'a pas de problème dans le reporting de ses comptes. D'un point de vue technique, elle est sur une tendance qui est haussière. D'un point de vue cherté, notamment recommandation des analystes, elle est encore à l'achat. Donc, en fait, c'est une position où on peut l'acheter aujourd'hui, on est confiant sur du moyen terme. Les effets qui pourraient se retourner, ça va justement être s'il y a un retournement de tendance, principalement, si l'entreprise devient trop chère. Par exemple, la méga trend, ça va être la croissance d'entreprise. Si effectivement, l'entreprise, un de ces marchés qui se ferme et va croître moins, effectivement, mais c'est quand même moins sûr. C'est surtout la partie valorisation, la partie donc, marge de sécurité et la partie momentum qui pourront se retourner. Mais sinon, on est sur des investissements et c'est l'objectif d'être sur des entreprises avec un investissement sur le moyen et long terme. Et du coup, c'est quoi la moyenne du temps de détention du titre? Il y a une moyenne à peu près ou... Non, on n'a pas calculé ça. Ce serait intéressant de calculer peut-être combien de temps une entreprise reste dans une note verte et la performance. Oui, ça serait. Avant qu'il y ait un turnover, avant qu'on se voit changer de titre ou investir dans une autre action. Ouais, ça on l'a pas calculé, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais comme je te le disais, il n'y a pas une volatilité qui est exceptionnelle dans les scores. LVMH ne va pas se retrouver à 3, si tu vois ce que je veux dire. Si elle est trop chère, elle va passer elle va passer de 8 à 7,6 parce que c'est une entreprise de qualité sur le long terme. Au contraire, une entreprise comme Air France, à 8 ou 9. Et du coup, en période de crack, par exemple, comme il y a eu en mars dernier, les scores ils vont évoluer à ce moment-là ou non? Ou enfin, comment ça va se passer au niveau du scoring? En fait, on intègre les cours de bourse et les cours de bourse vont être, par exemple, dès que le cours de bourse baisse fortement, la valorisation de l'entreprise va paraître plus importante et donc là, par exemple, le score de marge de sécurité va être plus important et donc ça veut dire que le score va monter, qu'il est plus intéressant. Donc, c'est pas en compte directement. Ok, super, merci beaucoup. De rien, Anthony. Si vous avez d'autres questions, je crois que c'est bien, l'atelier vous plaît, on reste plus longtemps que prévu. Donc, Moi, j'en aurais une autre si jamais une dernière parce que j'arrête de parler. Mais au niveau, je parlais en fait de l'investissement en crypto au début de la session là, et j'aurais aimé savoir ce que tu en penses en crypto et alors deux actifs qui sont un peu différents, mais crypto et or. J'aurais aimé avoir ton point de vue là-dessus, si ça valait le coup ou non, peut-être pour se protéger contre la dévaluation de la monnaie ou des choses comme ça. Avec plaisir. Effectivement, on a eu dans cette première partie une création de portefeuille qui est vraiment générale. On a parlé d'actions, d'obligations. Et il faut ajouter donc l'immobilier qui est un peu à part, on a parlé, mais aussi tout ce qui est alternatif. Et dans tout ce qui est alternatif, quand on se rappeler la carte mentale qu'on a vue tout à l'heure, il y avait les objets de collection, il y avait les monnaies, il y avait aussi des matières premières. Et donc, dans ce qui est monnaie, il y a l'or et il y a les crypto-monnaies. Et dans les matières premières, l'or, ça peut être considéré comme une monnaie et un peu comme une matière première. Et donc, ces éléments sont dans la partie alternatif. Ça doit représenter une part de ton portefeuille qui va dépendre de ton aversion au risque. Il faut compter. Moi, personnellement, j'ai 10% de cette partie alternative et j'ai 5% de crypto-monnaie et 5% d'or dans cette partie alternative. Je pense que les crypto-monnaies deviennent et en fait, c'est pour ça en fait que le cours de bourse du Bitcoin grimpe fortement. Et c'est pour ça que certains analystes financiers des banques d'investissement très importantes, c'est JP Morgan par exemple, prédisent le Bitcoin à 500 000 euros, 500 000 $. Ils ont un seul argument. L'argument, c'est simplement de dire si toutes les personnes, tous les épargnants du monde mettaient 2 ou 3% ou 5% de leur portefeuille en Bitcoin,
et on fait le calcul du nombre de volumes qui doit être acheté, etc. Ça fait à peu près 500. Oui. Et donc, en fait, ça reste quelque chose certaines ont une fonctionnalité business commerciale, véritable, mais ça reste spéculatif. Donc, mais après, ça doit quand même avoir une partie de notre portefeuille pour être exposé à cet actif à long terme. C'est pour ça que moi, j'en ai 5%. Et je pense qu'il faut en avoir de nos jours parce que justement, ça peut aussi contrebalancer l'or. C'est pour ça qu'on l'a vu, par exemple, l'année dernière. L'or qui, effectivement, a grimpé l'année dernière de 15 ou 20% de mémoire en performance, mais qui aurait dû faire mieux. Pourquoi? Parce qu'on est sur une année où l'or aurait dû faire 30 ou 40%, parce qu'il y a eu un crack sur le marché des actions, et parce que les banques centrales ont émis énormément, donc on a une inflation qui va arriver, qui est en cours de nos jours. Et donc, dans cette perspective, l'or doit grimper. Et en fait, beaucoup de volumes sont passés de l'achat d'or vers des achats de crypto-monnaies. Et donc, il faut être exposé à ces deux actifs, qui sont des actifs alternatifs, et avec potentiellement en plus une corrélation faible, voire négative, avec les marchés actions. Donc, ça te donne des éléments de réponse. Ouais, super. Et du coup, là, le mieux, c'est de lister un peu son investissement dans les cryptos ou dans l'or ou de mettre 5% de son portefeuille en all-in ou sur les cryptos. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ouais. En all-in, tu peux perdre 10% le lendemain. Donc, non, mais comme d'ailleurs, on n'en a pas tellement parlé, vous vous rappelez, on a dit la partie allocation d'actifs. Après, il y a la partie donc choix des actifs, il y a la partie market timing. Et finalement, sur les actions, peu importe l'actif, la clé, c'est de lisser son point d'entrée. Donc, il faut vraiment lisser son point d'entrée encore plus pour les crypto-monnaies parce que c'est un actif qui est très volatile. Donc, le lisser sur 6 mois, ça ne me choque pas du tout. Donc, en bourse, ça fait 8 ans que je suis gérant de investissement. Si j'ai appris une chose, c'est que c'est impossible d'avoir le point haut, d'avoir le point bas. Oui. Essayer de l'avoir. Il faut essayer de rentrer au fur et à mesure sur un actif qui est central dans un portefeuille auquel on croit. Et c'est pareil pour l'or et même pour le stock picking d'actions, tu conseilles de lister l'entrée? Quand on était le 18 mars 2020, que tous les étaient très bons et qu'une valorisation était très faible, moi je suis rentré un peu plus que d'habitude. Mais voilà, il ne faut pas non plus acheter tout le premier en un jour. Il faut forcément lisser. Donc après, la période elle va être plus ou moins longue en quelques jours ou en quelques semaines. Mais jamais, j'achète jamais, je ne recommande pas d'acheter toute une position en un jour. D'accord, ok. Super. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une question du coup pour vous. Je vous remercie déjà d'être resté aussi tard. Est-ce que vous auriez des thématiques que vous aimeriez voir, vous aimeriez qu'on parle dans ces optimisations de portefeuille en particulier? Est-ce que vous avez des sujets dont vous voulez qu'on parle? Ouais, Anthony. Moi, j'ai pas entendu en fait ta question, ça a coupé au moment où tu allais la poser. Est-ce que vous avez des thématiques ou des sujets dont on voulait qu'on parle, qu'on aborde lors de ces ateliers d'optimisation de portefeuille, ou des obstacles dont on voulait qu'on parle, des sujets spécifiques? Moi, j'avais deux idées. La première, c'est de peut-être un jour faire une session de stock picking et d'analyser quelques actions pour pouvoir être en mesure après de pouvoir prendre nous-mêmes des décisions un peu plus avec des meilleurs fondamentaux, on va dire. Ce serait ça. Et puis
par exemple, et donc parler dans l'étude d'un portefeuille, comment gérer la perte, la dévaluation de son portefeuille. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on allège, est-ce qu'on vend, au contraire, est-ce qu'on renforce dans la baisse, quelle part de, je sais pas, de liquidité on laisse sur le PEA, par exemple, pour se laisser une marge de manœuvre. Enfin, peut-être ce genre de… Ouais, je comprends. Comment gérer un retournement ou une Ouais, surtout que enfin, j'imagine que la plupart d'entre nous qui sommes sur les masterclass, on doit tous être sur enfin, je sais pas, peut-être des portefeuilles de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros, mais on n'est pas je pense, sur des portefeuilles de 100 000, 200 000 ou 300 000 euros, on va dire. Donc, c'est pas forcément toujours évident de réagir, même si effectivement les montants en cas de baisse, ça peut ne pas être, on va dire, très très significatif. Mais comment réagir quand on n'a pas forcément le cash? Est-ce qu'il faut dire on vend? Est-ce qu'il faut paniquer ou pas? Enfin, c'est un peu Je comprends, ouais. Ok. Je note tes idées. La première, ça tombe bien, j'avais une idée spécifique, ce serait de lancer un atelier spécial qu'on appellerait à la recherche de la prochaine Tesla ou la recherche de A à Z. Et le but serait peut-être de travailler en équipe pendant un atelier, voire deux, où on prend par exemple les entreprises qui ont la meilleure note score investir, parce qu'on va se concentrer sur celle-ci. On sait déjà qu'on a de très fortes probabilités de trouver une entreprise avec un fort potentiel et de faire cette recherche ensemble sur en détail pourquoi justement décrypter ce score, pourquoi elle a par exemple un avantage concurrentiel, faire une valorisation, regarder le momentum, etc. Et donc de faire ça sous une forme d'un travail d'équipe sur des noms concrets qu'on pourra après mettre en pratique. Donc j'ai pensé à ça pour les prochaines semaines. Donc ça sera justement, ça peut répondre à ta première proposition. J'aurais juste aussi une petite idée, c'est est-ce qu'il serait possible de prendre un cas concret sur un arbitrage de portefeuille, sur comment arbitrer des valeurs ou des actions, des titres, je sais pas moi, des actions qui ont beaucoup monté, qui sont survalorisées, peut-être les vendre pour les réarbitrer sur une action ou en obligation, enfin voilà, sur vraiment l'arbitrage un peu d'un portefeuille un peu global, et voir même l'investissement, on parlait de DCA, et de voir un peu comment réellement ça fonctionne, quoi. Sur 6 mois, sur 2 mois, on le fait le DCA, parce que le DCA, on peut le faire sur 1 an, 2 ans, 10 ans. Je rentre sur la valeur en 2 mois, 2 jours, 18 mois, 2 ans. Enfin, quand rentrer exactement dans la valeur et comment ça se passe à ce niveau-là. Un peu plus concrètement. Ok. Ok, je vais noter aussi. Parce que c'est vrai qu'en stock picking, bon, un peu différemment de l'ETF, moi j'investis par l'intermédiaire d'ETF, où je rentre régulièrement chaque mois un petit peu, je place une somme sur des ETF, mais j'ai un peu plus de mal en stock picking de savoir quand rentrer, si je lisse, mais sur combien de temps, sur 1 mois, 2 mois, 8 mois, 2 ans. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Autant les ETF, j'arrive à être un peu régulier et rigoureux, à mettre des sommes un peu mensuellement, mais sur le stock picking, c'est toujours un peu plus compliqué. On a toujours l'impression qu'on peut arriver à gagner un peu au niveau de son PRU ou non, et du coup, on ne sait pas trop quand rentrer au final. Très bien. Il y a déjà un élément de réponse. On a vu ça ensemble la semaine dernière. Justement, on a créé une partie optimisation de portefeuille où le but, c'est de donner des idées de vente, justement avec un score qui est mauvais, par exemple sur Renault, et des idées d'achat qui sont liées à la fois à la diversification du portefeuille. Par exemple, c'est un portefeuille qui, ici, n'est pas assez, est très cyclique. On va dire qu'il a un consumer cyclical, énergie et industriel. Il y a beaucoup, par exemple, de Airbus, Faurecia, Renault, Safran, Total. Et donc, par exemple, là, on a une proposition d'aller sur un secteur technologique qui n'est pas du tout détenu, parce que du coup, il y a une diversité qui est importante, et d'aller chercher les meilleures notes au sein de ce secteur. Donc ça répond déjà
Ça, c'est justement dans l'atelier optimisation de portefeuille qu'on pourra faire aussi la semaine prochaine. On va vraiment prendre un portefeuille concret et voir comment l'optimiser entre ces différents points. Donc ça, on pourra le voir ensemble. Mais après, on pourra aussi faire un atelier, comme tu as dit, spécifique sur, si je comprends bien, comment gérer son investissement de A à Z, comment on rentre à c'est ça. comment on le gère. Comment on sort et comment on arbitre. Exactement. Ok, je prends note. Beaucoup d'idées. C'est parfait. On va voir tout ça ensemble dans les prochaines semaines. Merci à vous. On ne va pas retenir plus longtemps, mais c'était long et intéressant. Merci à toi. En tout cas, c'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces infos et c'est vraiment hyper constructif. Merci à vous. J'espère que vous avez amené des éléments de réflexion et au plaisir d'échanger à nouveau à un prochain atelier ou demain où on fait un cours du soir sur l'analyse fondamentale, justement. Merci à toi. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.